informations de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Balai diplomatique de Saad Hariri à 2 jours de la présidentielle. Le chef du courant du futur s'est entretenu avec le Premier ministre Salam au Grand Sérail. Direction ensuite Pyarki où il a été reçu par le patriarche Raïs. Les rebelles syriens lancent une contre-offensive contre les groupes du régime dans la partie est d'Alep. Objectif, mettre fin au siège qui dure depuis juillet dernier. Et c'est un coup dur pour Hillary Clinton. À 10 jours de l'élection présidentielle, le FBI relance l'enquête dans l'affaire de sa messagerie privée lorsqu'elle était secrétaire d'État. Une aubaine pour Donald Trump à la traîne dans les sondages. Mais avant de développer ces titres, je vous le disais, les rebelles syriens ont lancé une contre-offensive contre les troupes du régime dans la partie est d'Alep, dans le nord du pays, pour tenter de mettre fin au siège qui dure depuis juillet dernier. 2 écoles ont été bombardées. En tout, au moins 15 civils ont été tués et une centaine d'autres blessés, dont de nombreux enfants. Les explications de Sophie Guignan. Une pluie de roquettes et une coopération inhabituelle entre les groupes rebelles. Ce vendredi, de nombreuses factions ont lancé une vaste offensive contre les quartiers ouest tenus par le régime de Bachar al-Assad. Pour ces rebelles du groupe salafiste Ahrar al-Sham, il s'agit d'une opération de libération. Des factions et cellules d'opération ont pris part à une attaque ce matin. Nous nous dirigeons vers ce qui est connu des médias comme le Nouvel Alep pour rompre le siège imposé sur nos frères à l'intérieur. L'offensive a été lancée depuis l'ouest d'Alep par 1500 combattants. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 150 roquettes se sont abattues sur les territoires tenus par le régime. Environ 15 civils ont été tués, une centaine blessés. Pour les survivants, cette contre-offensive est tout sauf une libération. Vous êtes en train de frapper vos frères les civils, vous frappez les enfants. Regardez ce que vous nous avez fait. Mes enfants sont encore sous les débris. Sortez-les de là. Face à ces attaques, l'armée russe voulait reprendre les frappes aériennes suspendues depuis 10 jours. Soumis à une intense pression des Occidentaux, Vladimir Poutine, le président russe, a jugé que le moment est inapproprié. La coalition internationale a indiqué que les forces irakiennes observaient une pause d'environ 2 jours dans leur offensive pour reprendre au groupe État islamique la ville de Mossoul. L'objectif de la pause, consolider les gains obtenus durant les 12 premiers jours d'opération. La situation inquiète pourtant les Nations Unies qui estiment que l'organisation terroriste aurait pris des milliers de familles en otage dans le but de les utiliser comme boucliers humains. L'ONU dénonce par ailleurs une violation flagrante du droit humanitaire international. Sachez que 232 personnes ont été tuées par le groupe islamique cette semaine. Florent Rodeau. Elle s'appelle Tourfa Nasser. Pendant des mois, cette Irakienne a vécu sous l'emprise des hommes du groupe État islamique. À 64 ans, elle est traumatisée par les nombreuses scènes d'horreur dont elle a été témoin à Mossoul. J'ai fui Mossoul car j'y ai vu des meurtres, des gens torturés et des exécutions. Là-bas, ils coupaient les mains de ceux qu'ils voyaient en train de fumer une cigarette. Avec moi aussi, ils ont dépassé les limites. Ils m'ont frappé. Je n'en pouvais plus et j'ai frappé un de leurs hommes à mon tour. Un geste qui lui fait vite comprendre l'urgence de la situation. Elle profite alors de la seule opportunité à ses yeux qui lui était donnée de fuir et fausse compagnie aux djihadistes, seule et à pied. Après 13 heures d'efforts, elle est enfin en sécurité. Elle vit aujourd'hui dans le camp de Debaga entourée d'enfants, mais les siens, elle a dû les abandonner dans sa fuite. Je n'en peux plus, ma vie ne vaut plus rien. Vous vous imaginez ? J'ai dû abandonner mon fils et mes 2 filles derrière moi. Tourfa Nasser fait partie des milliers d'Irakiens qui ont déjà trouvé refuge dans ce camp. Elle espère au fond d'elle retrouver sa maison une fois les combats terminés. L'espoir aussi de revoir ses 3 enfants vivants.
Dans le reste de l'actualité internationale, en Espagne, le chef du gouvernement provisoire, le conservateur Mariano Rajoy, au pouvoir depuis 2011, va être de nouveau intronisé pour un mandat de 5 ans, et ce dans des circonstances exceptionnelles, après 310 jours de vacances de pouvoir. Le Parti populaire, qui sera aux commandes, ne dispose que de 137 députés sur 350. C'est la première fois qu'un gouvernement en franche minorité va parvenir à la tête du pays avec l'obligation de sceller des alliances avec d'autres formations. Ce ne sera pas facile donc, car les socialistes et les centristes de Ciudadanos ont laissé entendre qu'ils allaient pratiquer une opposition ferme, notamment dans la lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et pour la lutte contre l'austérité. C'est un coup très dur pour Hillary Clinton. À 10 jours de l'élection présidentielle, le FBI a décidé de relancer l'enquête dans l'affaire de sa messagerie privée qu'elle a utilisée lorsqu'elle était secrétaire d'État, au risque d'exposer des informations confidentielles. Le FBI a en effet annoncé avoir découvert de nouveaux emails jugés pertinents. Une aubaine pour Donald Trump, le candidat républicain espère que ce rebondissement va lui permettre de rattraper un peu son retard. À son arrivée en Floride hier après-midi, Hillary Clinton affiche un sourire décontracté. De façade seulement. Car à 10 jours des élections américaines, la voilà fragilisée par le retour du scandale de sa messagerie personnelle. Le FBI affirme avoir découvert des emails sur l'ordinateur de l'une de ses collaboratrices et de son ex-mari, sans pour autant révéler leur contenu. Nous ne connaissons pas les faits. C'est pourquoi nous demandons au FBI de publier les éléments dont il dispose. Et même si, selon le directeur du FBI, ces informations pourraient ne pas être pertinentes, qu'il les rende publiques. En visite dans l'Iowa, Donald Trump s'est empressé de commenter la nouvelle. Une véritable aubaine pour lui, qui espère doubler la candidate démocrate dans les sondages. C'est le plus grand scandale politique depuis le Watergate. Et je suis sûr que cette enquête sera menée correctement jusqu'au bout. Merci. Si Hillary Clinton reste la favorite, cette nouvelle enquête pourrait révéler l'envoi via sa messagerie personnelle d'emails contenant des secrets d'État. Dans le camp démocrate, l'inquiétude monte. C'est un mauvais timing pour Hillary. C'est la pire chose qui pouvait arriver à 10 jours des élections. De leur côté, les partisans du candidat républicain exultent. Enfin, il fallait que ça arrive. Elle avait échappé à la justice la première fois. Le FBI ne devrait pas rendre les conclusions de son enquête d'ici le 8 novembre, jour de l'élection. Mais l'affaire pourrait peser sur le vote des Américains, qui a d'ores et déjà commencé. Toujours aux États-Unis, épaisse fumée noire sur le tarmac de l'aéroport de Chicago, dans le nord-est des États-Unis. Un avion de la compagnie American Airlines a pris feu sur une piste au moment du décollage. Selon les services d'urgence, une vingtaine de personnes ont été légèrement blessées. L'appareil, avec à son bord 161 passagers et 9 membres d'équipage, devait quitter Chicago, dans le nord des États-Unis, pour donc rejoindre Miami, en Floride. D'après l'Agence fédérale de l'aviation civile, un pneu aurait éclaté. De son côté, la compagnie aérienne évoque un problème lié au moteur. Une enquête est en cours. Restez des nôtres au retour de la pause. L'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. A tout de suite. Retour sur le plateau d'info, je vous le disais, l'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, monsieur Salouane. Bonsoir, monsieur Berberi. J-2 avant la présidentielle, un jour blanc, selon les mots de Saad Hariri, le chef du courant du futur, qui a rencontré ce matin le Premier ministre Salam. Puis à Pkerki, le patriarche maronite Bshara Rahi. Une première question d'entrée de jeu. À votre avis, quel a été le rôle de Pkerki dans cette initiative pour l'élection de Michel Aoun à la tête de l'État? Écoutez, avant tout, il faut bien observer que de la tragédie cornélienne, nous retombons dans le vaudeville actuellement. Et ça me rappelle un peu l'école des fans où tout le monde a gagné, tout le monde est beau et tout le monde est bien. Donc pour le moment, il aurait fallu une semaine pour faire virevolter un peu la caste politique et les parlementaires. Et nous allons vers une élection du président de la République, du général Aoun, je pense, dès le premier tour. Donc il va dépasser un peu les 2/3 des voix des parlementaires qui vont être présents dans le lundi matin.
Donc, au niveau du patriarcat lui-même, il faut bien dire que la semaine passée, un peu la position du patriarcat était très spéciale. Ils n'avaient pas voix au chapitre, ils avaient été un peu presque ébahis, hallucinés que le président Hariri puisse prendre cette position, et ils n'avaient que dire, que faire, et ils ne pouvaient même pas agir. Donc actuellement, il faut donner un certain crédit un peu au président Hariri dans ce contexte-là, parce qu'en se posant la question suivante, qu'aurait-il pu faire dans une situation où la conjoncture régionale est explosive, un génocide à Mossoul en Irak, en Syrie, le danger d'implosion intérieurement avec la position de Hezbollah qui voulait lui-même toujours le vide présidentiel. Alors il a jeté l'éponge d'une certaine manière et a laissé entendre à tout le monde de prendre ses responsabilités pour élire un président de la République. On le voit à l'image, le chef du Coran du futur arrivé justement à Abkerki, c'était ce midi. Permettez-moi de reprendre la déclaration du patriarche maronite ce matin à Saad Hariri justement. Vous avez donné de l'espoir au peuple libanais, vous êtes un homme de courage et d'espoir, et la présidentielle avait besoin d'une intervention divine. Il est vrai que le patriarche ne pouvait qu'invoquer l'intervention divine. Je ne pense pas que le bon Dieu, Allah, d'une certaine manière, a eu voix au chapitre, il a lui-même agi, sauf si, entre guillemets, Allah que nous connaissons à travers le Hezbollah a pris position et à l'heure de vérité a bien laissé faire les choses. Éventuellement, l'élection, et plutôt sûrement actuellement, l'élection du général à la tête de l'État libanais. Le patriarche ne peut pas prendre une position contraire à, si vous voulez, l'opinion générale. Il ne peut pas être contre l'élection d'un président de la République, parce que oui, le danger était très grand de voir imploser l'État du Grand Liban à l'aube de son centenaire. Si j'espère, et nous espérons tous, malgré le pessimisme de l'opinion publique, déjà depuis 2 jours, Ipsos a bien fait remarquer que les 2/3 de l'opinion publique libanaise, toute confession confondue, étaient pessimistes pour l'avenir du Liban. Mais il faudrait bien espérer que dans le futur proche, après l'élection présidentielle et l'éventuelle formation du gouvernement assez rapidement, on puisse faire naître un certain espoir aux jeunes Libanais et à l'opinion publique en général. Nous allons revenir justement sur la formation du gouvernement, mais avant cela, l'élection de lundi, justement, il y a des partis politiques, plusieurs en tout cas formations politiques qui ne digèrent pas justement l'arrivée de Michel Aoun au palais de Baabda, à la tête de l'État. On a vu notamment les positions de Nabi Berri qui aujourd'hui même, son bloc parlementaire a annoncé qu'il allait soutenir la candidature de Sleiman Frangieh à la présidentielle. On l'a même vu sur la route de l'aéroport, des grands panneaux représentant Berri de profil avec Sleiman Frangieh. Comment comprenez-vous justement cette position de Berri Écoutez, une semaine auparavant, la grande majorité n'était pas favorable à l'élection du général Aoun en tant que président de la République. Donc il faut bien digérer, laisser le temps pour faire digérer une telle décision. Je ne pense pas que le Hezbollah et ses acolytes voulaient bien une élection présidentielle, donc ils préféraient plutôt le vide à ce niveau-là. Mais le danger que, essentiellement, que le gouvernement Salam, qui ne tenait plus la route d'un côté et dont la date d'expiration a déjà été dépassée depuis bien longtemps, eh bien, ceci constituait un grand danger pour le Liban et l'État du Grand Liban. Au niveau de la position de Berri, écoutez, c'est simple. Il n'y aura pas de gouvernement, de formation de gouvernement et essentiellement de ministres chiites en dehors de la formation du président Berri. Le président Berri
à travers son action actuelle, il essaye de faire monter les enchères, il essaye de rafler la mise au niveau du nouveau gouvernement, d'avoir les meilleurs, les postes ministériels les plus importants, dont les finances et le ministère de l'énergie et du pétrole essentiellement, puisque quand on a la main mise sur les finances de l'État et sur les grandes ressources minières de l'État, je pense, on pourra gouverner, être le grand arbitre entre dans le cadre du gouvernement prochain. Oui, mais justement, dans le cadre de ce nouveau gouvernement, Monsieur Salouane, les observateurs se demandent si Michel Aoun saura être à la hauteur de l'image d'homme providentiel qu'il veut assumer. Mais écoutez, là, actuellement, c'est l'establishment que j'appelle, moi, la mafiocrité qui a gouverné depuis presque 2005 dans le système de mafiocratie et qui essaye, à travers cette élection présidentielle, de nouveau reprendre, si vous voulez, les rênes du pouvoir et nous emmener vers ce qu'on appelle la mafiocrature, qui est la dictature de la mafia. Alors là, c'est le grand challenge, aussi bien du futur président Aoun, président de la République, et du futur président du gouvernement, Saad Hariri. 2 jours auparavant, avec Marcel Ghanem, il a eu une position assez ferme. C'était un homme d'État très réaliste, très ferme, sachant, connaissant un peu l'avenir qu'il attendait au niveau politique. Le grand challenge, c'est de savoir si le général Aoun, élu président de la République, Saad Hariri, président du gouvernement, auront le courage, et je précise, le courage de mettre de côté cette caste mafieuse, cette mafiocratie. Mais comment, M. Salouane, pourront-ils gérer notamment le dossier du Hezbollah? L'émissaire saoudien est à Beyrouth, justement, il a rencontré plusieurs responsables libanais et il a ressouligné que, justement, et il a dit... voilà, alors pour l'Arabie Saoudite justement, le dossier du Hezbollah est indépendant de l'initiative et de la configuration politique actuelle et de cette justement tentative de former un gouvernement. Comment vont-ils gérer le dossier du Hezbollah? Écoute, avant d'entamer la gestion du dossier du Hezbollah, il faut bien qu'ils entament la gestion de la vie quotidienne, c'est-à-dire aussi bien de la gestion de l'électricité, la gestion des ordures, la gestion des télécoms, la gestion de l'Internet, donc de toutes les ressources et de toutes les richesses nationales. Ça, mais le Liban a payé le prix, M. Salouane, des actions du Hezbollah. L'Arabie Saoudite et plusieurs pays du Golfe ont boycotté le Liban, ont boudé le Liban. Là se trouve le plus grand danger. Et il ne faut pas oublier ce que Saïd Hassan Nasrallah a bien affirmé depuis quelques jours. Il a dit directement au président Saad Hariri, c'est après l'élection présidentielle que nous allons discuter avec vous et vous répondre à ce que vous avez exigé, vous avez affirmé dans votre dernier discours. Oui, là, il y a un très grand danger parce que le Hezbollah ne va pas laisser faire facilement ni la formation d'un nouveau gouvernement. Va-t-on vers un scénario à l'espagnol? 10 mois de vacances? Il y a grand danger, mais je pense que si tout le monde s'y met, oui, de quelques semaines, comme l'a dit Samir Jaja lui-même, quelques semaines suffiraient à la formation d'un gouvernement. Avant mais est-ce que la bonne volonté existe chez tout le monde? Oui. C'est la question primordiale qu'on se pose actuellement. Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci d'être venu sur notre plateau. Monsieur Berberi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Balai diplomatique de Saad Hariri à 2 jours de la présidentielle. Le chef du courant du futur s'est entretenu avec le Premier ministre Salam au Grand Sérail. Direction ensuite Karki où il a été reçu par le patriarche Raï. Les rebelles syriens lancent une contre-offensive contre les troupes du régime dans l'est d'Alep. Objectif, mettre fin au siège qui dure depuis juillet dernier. Et c'est un coup très dur pour Hillary Clinton à 10 jours de l'élection présidentielle. Le FBI relance l'enquête dans l'affaire de sa messagerie privée lorsqu'elle était secrétaire d'État. Une aubaine pour Donald Trump à la traîne dans les sondages. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue.